Je vous remercie de votre présence. J'ai proposé comme thème de réflexion de cette conférence l'idée de progrès chez Jean-Jacques Rousseau. Alors, dans cette troisième édition, je me souviens, la première édition, je vous parlais de le bonheur existe-t-il? C'est ça la première édition. La deuxième, je n'étais pas présent. Enfin, j'étais présent, mais pas de conférence. Et cette fois-ci, je me suis dit, mais tiens, sur le progrès, il y a Rousseau. Alors, permettez-moi de signaler que Rousseau, j'ai eu la chance, depuis Clermont-Ferrand, d'avoir eu une formation philosophique avec Victor Goldschmidt, et ensuite à Paris, avec Raymond et Claude Paulin, qui m'ont fait aimer Rousseau, entre autres. Et cela a rencontré mes propres préoccupations personnelles depuis Brazzaville, ensuite Clermont-Ferrand. C'est qu'est-ce que le progrès? Et Rousseau m'a intéressé, et vous allez voir pourquoi. Alors, j'étais partagé entre prendre le texte en général, mais j'ai préféré mettre plusieurs textes. Donc, je vais faire circuler les textes, et ensemble, on va comprendre comment Rousseau a élaboré sa pensée. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de comprendre quelles sont les circonstances historiques qui l'ont conduit à écrire son premier discours sur les sciences et les arts. Je n'ai pas mené les œuvres complètes parce que ça pesait Gallimard. C'est donc ce texte qui est enseigné à la fois en littérature, en philosophie, en droit, et c'est un texte qui est très intéressant. Ensuite, parce qu'à l'époque du XVIIIe siècle, je le rappelle, c'est l'époque des Lumières, comme on dit l'Aufklärung en allemand, c'est-à-dire les Lumières de la raison. La raison qui doit régner en maîtresse d'analyse explicative du monde, de soi, de la société. Et Rousseau va pourfendre, alors je l'ai dit déjà, Rousseau va pourfendre le progrès. Et je tiens à le dire d'emblée, ce que je vais dire à la fin, c'est que le paradoxe de Jean-Jacques Rousseau, c'est qu'il est à la fois l'un des précurseurs et des pourfendeurs de la modernité. La modernité, la quête du nouveau, grâce au progrès des sciences et des arts, a toujours intéressé les philosophes. Et si vous vous souvenez dans vos lectures des terminales, lorsque Descartes dit « il faut que l'homme devienne maître et possesseur de l'univers », donc dominer la nature. Alors c'est ce contre quoi Rousseau va s'élever. On ne peut pas la dominer si on ne veut pas la respecter, la nature. Alors, ce premier document, ensuite je vais, dans un second moment, essayer de vous dire pourquoi il a pris cette position en répondant à ce discours, à ce concours de l'Académie de Dijon, Dijon. Et en troisième, je vais vous montrer que les questions que posait Rousseau sont encore contemporaines. Je vais commencer, après Rousseau, prendre Kant avec les Nations Unies sur la paix, prendre René Dumont, la fille est mal partie, mouvement écologiste. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelle le bio. Et Rousseau était l'un des précurseurs. Le bioalimentaire, le bioéthique. Et c'est ce que Rousseau donc avait développé. Alors Rousseau, un mot, rapidement, je le présente. Il est né le 28 juin 1712 à Genève. Il perd sa mère Suzanne à sa naissance. Sa mère était fille de pasteur protestant. Et son père, Isaac Rousseau, était horloger. Donc il va les laisser seul, tant bien que mal. Et après, son père va partir et Rousseau va être élevé par plusieurs parents, dont surtout Madame Warens, qui après était son précepteur, puis va devenir après sa compagne. Et Rousseau a eu beaucoup d'activités musicales, philosophiques. Il écrivait aussi pour l'encyclopédie avec Diderot. Alors, je ne vais pas passer les œuvres. Il y a discours sur l'origine et les arts, discours sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes, le contrat social. Et Rousseau avait écrit un texte intéressant sur la Corse. J'ai fait la thèse en 1982, je n'ai pas osé la publier, parce qu'il disait que la Corse doit être indépendante.
publié au Congo à l'époque. Je faisais une comparer sur Rousseau et Morelli. Je pense que je vais maintenant publier ça. Je l'ai appelé le paradigme de la cité parfaite chez Morelli et chez Rousseau. Morelli est un auteur qui vivait à Vitry-le-François, vous voyez, vers Reims, qui critiquait Montesquieu. Mais il avait publié son livre, Le Code de nature, sans mettre de nom d'auteur, parce que pour chasser par la monarchie. Et je me baladais sur les quais de la Seine, je lisais Rousseau, puis il parlait toujours de Morelli. Et j'ai trouvé donc Le Code de nature, ou le véritable esprit de loi oublié. Et donc, je vais maintenant sortir ça. Il faut que je le réactualise pour la Corse indépendante, puisque c'est posé là dans ce document. Alors, donc, parmi ces écrits, il y a celui-là. Il y a également les lettres écrites de la montagne et également sur le gouvernement de Pologne. Puis, bien sûr, les écrits littéraires, les confessions, l'éducation, l'Émile. Plein d'ouvrages que Rousseau écrivait, et à chaque fois il était menacé. On veut l'arrêter, il quittait la France. Il repart en Suisse. Là-bas, si on le menace, le contrat social est brûlé, ainsi que l'Émile. Rousseau a vécu dans cette errance philosophique parce qu'il était l'empêcheur de tourner en rond. Et c'est le 2 juillet de 1778 qu'il meurt au nord de Paris, à Ermenonville, l'île des Peupliers, et en 1704, ses cendres sont transférées au Panthéon. Alors, Rousseau, sa pensée, ce qui m'a surpris quand en lisant, alors, à la fois, Rousseau, on prend ses écrits philosophiques, ses écrits autobiographiques. Les écrits autobiographiques viennent éclairer les écrits philosophiques. Alors, il dit, ce livre fait partie de son système de pensée. Il n'y en a que 3. Il y a celui-ci, il le cite. Il y a le second discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Et je pensais qu'il allait prendre le contrat social. Non, il prend l'Émile. Donc, celui-là, bon, si vous voulez, on peut en parler dans les débats. Peut-être que c'est celui-là qui fonde le contrat démocratique entre l'individu et la société. Mais il n'en parle pas. Il dit ces 2 livres, plus l'Émile, font partie de son système. Alors, quelles sont ces idées de son système? Le livre est écrit dans des conditions particulières. Diderot a été arrêté, enfermé à la prison de Vincennes. Et en 1749, plein d'idées qui bouillonnaient sur la raison critique sur les Lumières, Rousseau va rendre visite à son ami Diderot et lisait dans le carrosse, il lisait le journal Mercure de France. Et la question qui est posée par l'Académie de Dijon est la suivante. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs, c'est la question qui était posée. Vous voyez ce que dit, je préfère lire cela parce que c'est très intéressant. J'allais voir Diderot, alors prisonnier à Vincennes. J'avais alors dans ma poche un Mercure de France que je me suis mis à feuilleter le long du chemin. Je tombe sur la question de l'Académie de Dijon qui a donné lieu à mon premier discours. Il le dit dans une lettre à Malherbe en 1762. Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c'est le mouvement qui se fit en moi en cette lecture. Tout à coup, je me sens à l'esprit ébloui de 1000 lumières. Des foules d'idées vives s'y présentèrent à la fois, avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Je sens ma tête prise dans un étourdissement semblable à l'ivresse. On aurait pu lire tous ces textes-là, l'ivresse. Une violente palpitation m'oppresse, soulève ma poitrine. Ne pouvant plus respirer en marchant, je me laisse tomber sous un des arbres de l'avenue et j'y passe une demi-heure et dans une telle agitation qu'en me relevant, j'ai aperçu tout le devant de ma veste mouillée, de mes larmes, sans avoir senti que j'en répondais. Oh, messieurs, si j'avais pu écrire le cas de ce que j'ai vu et senti sous cet arbre, avec quelle clarté j'aurais fait voir toutes les contradictions du système social,
avec quelle force j'aurais exposé tous les abus de nos institutions, avec quelle simplicité j'aurais démontré que l'homme est bon naturellement, et c'est par ces institutions seules que les hommes deviennent méchants. Tout ce que j'ai pu retenir de ces foules de grandes vérités, qui, dans un quart d'heure millénaire sous cet arbre, a été bien faiblement épars dans les 3 principaux de mes écrits, à savoir ce premier discours, celui sur l'inégalité et le traité de l'éducation, lesquels trois ouvrages sont inséparables et forment ensemble un même tout. Tout le reste a été perdu. Il n'eut d'écrit sur le lieu même que la prosopopée de Fabricius. Voilà comment, lorsque j'y pensais, le moins, je devins auteur presque malgré moi. Vous voyez comment ce texte qui est fondateur, alors c'est vrai que si on analyse toutes les créations des individus depuis la Grèce, c'est toujours dans le moment de luminosité, de lumière. Que disait Archimède? Eureka, j'ai trouvé. Thalès se baladait la tête en l'air et puis hop, il tombe dans un puits. Donc les gens sont... Donc la créativité surgit dans un moment d'illumination que chacun peut apprécier à sa façon, tout comme les écrivains que j'adore regarder, écouter. Les écrivains, c'est ça, cette illumination, cette étincelle de la raison. J'allais dire même de l'intuition métaphysique, il faut dire le mot. Et c'est un Rousseau. Alors, donc, le discours, vous avez bien dit, voyez ce qu'il dit de l'ouvrage lui-même. Cet ouvrage plein de chaleur et de force manque absolument de logique et d'ordre. Il se déprécie. Hein. De tous ceux qui sont sortis de ma plume, c'est le plus faible raisonnement et le plus pauvre nombre et d'harmonie. Mais avec quel talent qu'on puisse être né, l'art d'écrire ne s'apprend pas d'un coup. À la question, il va répondre avec l'humilité, de dire, est-ce que le progrès des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs? Si vous voulez, est-ce que le progrès scientifique et technique va-t-il de pair avec le progrès moral? Tout le siècle disait oui, lui il a dit non. Et Diderot l'a encouragé. Il faut dire non. Voici ce qu'il dit. Où il y a nul effet, il n'y a point de cause à chercher. Mais ici, l'effet est certain, la dépravation est réelle et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont élevés à la perfection. C'est-à-dire, le progrès des sciences et des arts allait à l'encontre du progrès moral, du progrès éthique. Alors, je me suis dit, avec vous, on va voir comment Rousseau... Alors, cela, si vous voulez bien comprendre, il fallait lire d'autres ouvrages. Discours sur l'origine et l'égalité et le contrat social. Rousseau part de, je dis 4 principes. Je prends un seul d'abord. Premièrement, chez Rousseau, par rapport à Hobbes, philosophe anglais qui a beaucoup écrit dans le Léviathan, c'est que l'homme est bon par nature. Il y a donc une bonté naturelle de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'humain, bien sûr. Vous devez comprendre. Donc l'homme est bon par nature, mais c'est la société, avec ses lois, ses institutions, qui le déprave. Donc la dépravation, alors pourquoi je le dis? Parce que Rousseau part de cette... Vous voyez le texte, je l'ai mis exprès. Rousseau part de cette idée qu'il y a, depuis, enfin avec Hobbes, le débat sur l'état de nature. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une société, un état avant la société? Pour Hobbes, je veux quand même le citer, l'homme est méchant par nature. Donc, dans la nature, l'état de nature, c'est la guerre de chacun contre chacun. D'où la phrase que vous connaissez, l'homme est un loup pour l'homme. Mais Hobbes est très malin, il dit, pour pouvoir aspirer à la paix, chaque homme doit faire un contrat avec le souverain. Le souverain, celui qui a tous les pouvoirs, il tient en respect ceux qui veulent le repartir dans l'état de nature. Mais comme tout le monde aspire à la paix, donc le souverain est tout puissant. Alors tous les débats qu'on a vus depuis les années 70,
Après, un des grands spécialistes de Hobbes, Raymond Paulin, qui était dans mon jury de thèse à la Sorbonne, je disais, mais est-ce que ce n'est pas un souverain totalitaire? Il a dit non. Et effectivement, parce que Hobbes disait, le souverain ne pose que des actes rationnels au-dessus des passions. Donc c'est un être exceptionnel. Donc tout Dieu va donner l'aliénation, c'est pour garantir, et c'est donc ce principe qu'a évoqué donc, Hobbes, et contre lequel Rousseau va s'opposer. Donc l'individu qui sort de l'état de nature, alors chez Rousseau, l'état de nature n'est qu'une hypothèse méthodologique qui permet d'expliquer l'avènement de l'état civil. Il y a 3 valeurs importantes dans l'état de nature, aussi bien chez Hobbes que chez Rousseau, de l'individu. Ou disons l'homme, il disait à l'époque l'homme. 1. La liberté absolue. 2. L'indépendance absolue. 3. L'égalité absolue. C'est la souveraineté individuelle. Vous savez, le mot souverain qu'on emploie aujourd'hui, pris par Derrida, la bête le souverain, par Montesquieu, enfin toutes ces questions, mais ça, le souverain, c'est d'abord le souverain individuel. Quand je suis souverain de moi-même, c'est-à-dire c'est de mon corps, de mon esprit. C'est ce que je transmets. Non, le contact que je fais avec la société, c'est sur cette base de l'individu aliène ses droits illimités de l'état de nature pour le droit de l'état civil qui sont garantis par les lois. C'est ça chez Rousseau. Les lois sont l'adhésion de chaque individu. Et donc, dans ce discours, c'est ça qu'il défend. L'humain de la raison amène l'individu absolu des ténèbres. Et vous voyez bien, il s'élève, je vais peut-être prendre ça ici, parce que j'ai le texte sous les yeux. C'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière de néant par ses propres efforts, dissiper par les lumières de sa raison les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppé. S'élever au-dessus de lui-même, s'élancer par l'esprit jusque dans les régions célestes, parcourir à pas de géant, ainsi que le soleil, la vaste étendue de l'univers. Et ce qui est encore plus grand et plus difficile, rentrer en soi pour étudier l'homme et connaître sa nature, ses devoirs et sa fin. Toutes ces merveilles se sont renouvelées depuis peu de générations. Donc, vous voyez bien, le renouvellement, c'est que l'individu va étudier l'extérieur de l'autre et revient, donc fait de l'introspection. Et plus loin, je parle là. La France s'enrichit à son tour de ses précieuses dépouilles. Bientôt, les sciences suivirent les lettres. À l'art d'écrire se joignit l'art de penser. Gradation, vous voyez bien le progrès, qui paraît étrange, mais qui n'est peut-être que trop naturel. Et l'on commença à sentir le principal avantage du commerce des muses, celui de rendre les hommes plus sociables, en leur inspirant le désir de se plaire les uns les autres. La sociabilité naturelle. L'homme est sociable. Donc c'est ce principe qu'affirme Rousseau, que l'homme n'est pas méchant. L'homme est sociable et c'est par l'éducation qu'il va se perfectionner. La perfectibilité. Le mot qu'emploie Rousseau, c'est ça, c'est la perfectibilité. On peut parler de progrès. Donc ça dit que c'est un processus ininterrompu, mais qui a des chutes. Alors, le second texte, il montre bien la question que pose le discours, c'est que les qualités naturelles sont celles qui forment l'homme de goût, puisque sous l'habit heuristique d'un laboureur, c'est lui l'homme vrai, et ce n'est pas un courtisan qu'on trouverait la force et la vigueur du corps. La parure n'est pas moins étrangère à la vertu qu'est la force et la vigueur de l'âme. L'homme de bien est un athlète. L'homme de bien est un athlète. Où suis-je? Oui, est un athlète qui se plaît à combattre nu. Il méprise tous ces vils ornements qui généreraient l'usage de ses forces, dont la plupart n'ont été inventés que pour cacher quelques déformités.
voyez, donc, c'est l'idée toujours de vertu. Et cette question, il la pose, donc, l'état de nature, c'est un autre vertu. Alors, il prend le contraire de ce que je disais à son siècle, texte 3. Si nos sciences sont vaines dans l'objet qu'elles se proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent. Nées de l'oisiveté, elles la nourrissent à leur tour. Et la perte irréparable du temps est le premier préjudice qu'elles causent nécessairement à la société. En politique comme en morale, c'est un grand mal que de ne pas faire de bien. Et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux. C'est ainsi que la dissolution des mœurs, suite nécessaire du luxe, entraîne à son tour la corruption du goût. Vous voyez, l'art. Que si par hasard, entre les hommes extraordinaires par leur talent, il s'en trouve quelqu'un qui ait de la fermeté dans l'âme, qui refuse de se prêter au génie de son siècle et de s'avilir par des productions puériles, malheur à lui. Il mourra d'indigence. Donc, il a refusé de faire de la production philosophique de goût. Il voulait, je vais dire plus loin, il voulait le parti de la vérité. La vérité, c'est ça son programme. Donc, l'éthique, la morale, la vérité, voilà ce dont voulait Rousseau, et ne pas faire être l'homme de cour. Oh, on dira plus tard, quand on dirait Norbert Elias, Rousseau était pour la civilisation des mœurs. Il fallait civiliser les mœurs. Bon, ça c'est l'analyse contemporaine, hein. Je fais un peu un saut historique, mais il faut rester au XVIIIe siècle. Alors, donc, voici les trois idées dans les textes. Première idée, donc, je disais que Rousseau, le progrès des sciences et des arts ne conduit pas au bonheur, à la vertu. Deuxième idée, Rousseau défend l'idée, effectivement, qu'il faut qu'il y ait une adéquation, un lien entre le progrès des sciences et techniques et le progrès moral, sans lequel c'est de la corruption. Alors, il va recourir à des données historiques. Bon, dans ce texte, il va faire prendre l'exemple de l'Italie qui était corrompue, enfin, plein de choses historiques qu'il développe, et il va démontrer le caractère nocif du luxe et la dangerosité de toute éducation qui ne mettait pas la vertu au centre du travail éducatif. Et cette question, vous voyez bien qu'elle est encore contemporaine. La troisième idée, Rousseau va dégager les principes qui pompent son système. Dans troisième idée, j'ai évoqué la bonté naturelle de l'homme, l'état de nature. Deuxième idée, c'est la simplicité de la vie rustique. Rousseau voulait la vie de campagne, parce que la ville, il y a trop de vices, ça corrompt, et il voulait donc la vie de campagne. Et vous voyez bien que Rousseau, à un moment donné, quand il était pourchassé, il était obligé de se retirer pour écrire les vies de promeneurs solitaires, les confessions. Mais Rousseau n'était pas misanthrope. Hein. Au contraire, il était le chouchou des dames de la cour. Mais il voulait garder son autonomie de pensée et de réflexivité. Je laisse un peu se passer parce que ça va, je vais venir tout à l'heure. Et le cinquième texte, de l'autre côté, voilà. D'où naissent tous ces abus? Si ce n'est de l'inégalité funeste introduite entre les hommes par la distinction des talents et l'avilissement des vertus. Voilà l'effet le plus évident de toutes nos études et la plus dangereuse de toutes leurs conséquences. On ne demande plus d'un homme s'il a de la probité, mais s'il a des talents. Vous voyez un peu la résonance contemporaine de ce qu'il disait à l'époque? Ni d'un livre s'il est utile, mais s'il est bien écrit. Les récompenses sont prodiguées au bel esprit et la vertu reste sans honneur. Il y a 1000 prix pour les beaux discours, aucun pour les belles actions. Vous voyez bien ce qu'il écrivait à l'époque. Hein? Qu'est-ce que vous entendez par talent? Le talent, chez Rousseau, les compétences, voilà le mot, compétences, le talent individuel, alors que lui, il veut les actions collectives. L'inégalité funeste introduite entre
Oui, je reviens au second discours que je ne voulais pas évoquer, discours sur l'origine et le fondement de l'égalité parmi les hommes. Il y a juste à l'introduction du chapitre de la deuxième partie, il dit, je lis, le premier qui, ayant enclos un terrain, ça veut dire, ceci est à moi, trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Dès lors qu'on a mis déjà l'inégalité, c'est-à-dire la propriété privée. Oh, je me souviens quand j'ai eu ce débat avec, à Paris 4, bon, on peut chahuter là-dessus. Là. La propriété privée crée des inégalités entre le travail manuel et le travail intellectuel, et aussi entre la distinction des talents, alors que c'est l'action, parce que le talent, ce n'est pas l'éducation que Rousseau pense qu'il faut développer, et non pas. Alors qu'à l'époque, dans son époque, les gens qui avaient le plus de moyens prenaient des précepteurs. Rousseau était précepteur, mais souvent on le chassait parce qu'il changeait l'esprit des enfants de la cour, on le virait. Chassé parce qu'il dit non, c'est pas ça, c'est votre action, c'est pas votre éducation collective, et donc c'est ça. Le talent était inégal. Comme aujourd'hui, oh, je peux dire, quand on dit soutien scolaire, quels sont les moyens de payer les cours à la maison ou, hein? Bon, je ne vais pas trop faire de l'anachronisme. Hein. On reste au siècle. Bon. Quatrième idée que développe Rousseau. Est-ce que le sage ne court point après la fortune, mais il n'est pas insensible à la gloire. Et quand il la voit si mal distribuée, sa vertu, qu'un peu d'émulation aurait animé et rendu avantageuse à la société, tombe à langueur et s'éteint dans la misère et dans l'oubli. Voilà ce qu'à la longue doit produire partout la préférence des talents agréables sur les talents utiles. Talent agréable sur talent utile. Et quelle expérience n'a que tout confirmé depuis le renouvellement des sciences et des arts? Nous avons des physiciens, des géomètres, des chimistes, des astronomes, des poètes, des musiciens, des peintres. Nous n'avons plus de citoyens. Ou, s'il nous en reste encore, dispersés dans nos campagnes abandonnées, ils y périssent, indigents et méprisés. Tel est l'état où sont réduits, tels sont les sentiments qu'obtiennent de nous tous ceux qui nous donnent du pain, qui donnent du lait à nos enfants. Je l'avoue, le mal n'est pas aussi grand qu'il aurait pu le devenir. La prévoyance éternelle, en plaçant à côté de diverses plantes nuisibles, de simples salutaires, et dans la substance de plusieurs animaux, malfaisants, le remède à leurs blessures est enseigné aux souverains qui sont ses ministres à imiter sa sagesse. Ce que dans le discours, donc ça c'est le discours, donc Rousseau prend le contre-pied de tout ce qui a été dit à son siècle dans l'Académie de Dijon, et il met en avant, quand on dit la prévoyance éternelle, Rousseau était pour la religion naturelle. C'est-à-dire qu'il y a en chacun de nous, ce qu'il développe, une part de divin, c'est dans la créativité qu'il a, dans les idées de partage, d'ingéniosité, de sociabilité. Voilà ce que dit Rousseau, et ça c'est en chacun de nous. À tel point que quand il va demander dans ce discours, parce que je n'ai pas voulu prendre la partie, il dit, devant vous les sages, doctes, les esprits éclairés, je ne suis rien. Je ne sais qu'une chose. Il reprend un discours socratique, je ne suis une chose, je ne sais rien, mais je vais quand même vous dire quelque chose. Et il prend une posture de défense d'avocat défenseur de la vérité. Donc il dit, je compare devant le tribunal. Comprenez le tribunal de la raison. De la raison. Et c'est ce projet de société à travers cette éthique de comportement, je vais prendre le mot un peu plus contemporain, que Rousseau a toujours défendu. Bien sûr, on l'a attaqué sur plusieurs choses, mais Rousseau a été tout le temps pourchassé par ces idées, aller à l'encontre des idées de la monarchie de l'époque. Et pourquoi Rousseau a été... Et Diderot, ils ont écrit l'encyclopédie, bon, vous connaissez tout le travail qui a été fait, écrivain. Rousseau a toujours cherché à recourir à la raison, j'allais dire la raison critique. Bon, je peux maintenant dire, pour cette troisième partie,
parce que j'ai voulu laisser du temps pour les discussions, c'est que Rousseau a influencé plusieurs auteurs. D'abord, il a préparé avec d'autres auteurs la Révolution française. Vous connaissez le contrat social, ce qui est dit comme contrat. Je vais peut-être te rappeler, est-ce que je peux retrouver, comme je n'ai pas trouvé une forme d'association dans laquelle... Bon, je ne sais pas où j'ai mis ça. Bon, enfin, l'idée, toujours dans le système de Rousseau, dans ce discours sur les sciences et les arts, il y a des idées derrière la tête. Il dit, c'est de pouvoir assister à ce qu'on sorte de la monarchie pour aller vers l'invention démocratique, vers la démocratie. Mais c'est l'aliénation, to give up, c'est ça le mot aliénation à l'époque, de la liberté absolue, l'égalité absolue, l'indépendance absolue pour la société, l'état civil, dans laquelle la liberté, l'égalité, l'indépendance sont limitées, mais garanties par les lois auxquelles chaque individu a souscrit. C'est ça le contrat démocratique dans lequel nous sommes en ce moment. Et le souverain, ce qu'il appelle la volonté générale, ce n'est qu'une personne morale. Et ce que Rousseau dit, donc, lorsqu'un souverain, lorsque quelqu'un qui est élu, s'il détourne le pouvoir, allez, on le vire élection. Et Rousseau a souvent proclamé, lui, il voulait une démocratie, on reprend le mot, des quartiers, des cantons, un peu à la Suisse. Il ne voulait pas une démocratie représentative, une démocratie directe. Alors, ce schéma a fait réveiller d'autres, par la suite, Emmanuel Kant, le philosophe allemand Emmanuel Kant, qui va donc aussi réfléchir sur l'idée de volonté générale, pouvoir, ce que Kant va donc être influencé par Rousseau pour écrire son projet de paix perpétuelle. Alors, pour Kant, l'homme, il est influencé par Rousseau, l'homme est méchant, mais involontairement. Mais c'est parce qu'il a été mal éduqué. Il y a le mal radical, bon, c'est un peu aussi chrétien, il y a le mal radical, mais qui peut être dépassé par l'homme en s'inspirant de Rousseau, sorti de la nature. Et c'est pour cela que Rousseau, Kant a inventé, a lancé le projet de paix perpétuelle, bien sûr, et c'est ce que l'UNESCO, non, les Nations Unies vont reprendre. Les textes de Kant, les textes de Spinoza dans Traité théologico-politique. Voici la devise de l'UNESCO, Nations Unies, enfin, de façon générale. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les murs pour la défense de la paix. Et à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, on avait en 1989 fait un colloque sur, ça y est, sur Internet, hein, la paix dans l'esprit des hommes. Je reprends le texte de manière synthétique, vous pouvez le voir sur Internet. La paix n'est pas que la fin des conflits armés. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix est un comportement, une adhésion aux valeurs de justice, de liberté et d'égalité parmi les hommes. La paix est incompatible avec la pauvreté. Quiconque a faim n'est pas en paix. La paix est la vie harmonieuse de l'homme dans son environnement. C'est d'après de là qu'on a élaboré, les États d'UNESCO ont élaboré tout ce qui est la culture de paix, etc. Donc c'est ce même projet. Alors je continue. Influencé maintenant ensuite avec l'école de Francfort, bon, avec Horkheimer Adorno sur la raison critique. L'anthropologue américain qui va aux États-Unis, Herbert Marcuse, dans L'homme unidimensionnel, va reprendre les idées rousseauistes. Que la bonté de l'humain, c'est qu'il faut, donc, il faut combattre, il faut changer les lois. Ce même projet, je vais très vite, va être développé par René Dumont. Vous connaissez son texte classique, La figue noire est mal partie. Un des premiers écologistes a fait la candidature en 1974. Voilà. Merci. Et la suite jusqu'à aujourd'hui. Et déjà, ce débat, attention,
ne pas faire attention, ne pas développer, ne pas faire un progrès sans tenir compte de l'humain, sans tenir compte de l'environnement. C'est pour cela que Rousseau est un précurseur de la modernité, aussi un profondeur. Je dis modernité, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je reprends les 3 éléments de la modernité, cette quête du nouveau en permanence, à travers des 3 éléments. 1, l'affirmation du sujet, qui va donc développer la raison analytique, pouvoir comprendre l'univers. 2, l'explication du monde de part en part rationnelle. Et 3, troisième élément, la quête permanente du nouveau avec l'appui de l'éthique. Mais toutes les modernités ne sont pas bonnes, parce qu'il y en a qui sont aliénantes, puisque c'est au nom de la modernité, puisque Rousseau s'est opposé à ça, c'est au nom de la modernité technologique, politique, qu'il y a eu de l'esclavage plus tard, mais la colonisation et tout le phénomène de la mondialisation. En même temps, on est dans le mouvement, la dynamique de la mondialisation, de la modernité, la quête du nouveau. Déjà, à l'époque, quelqu'un nous disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et on continue encore. C'est pour cela que tous les mouvements qui sont dans le monde ici, encore ce qui s'est passé à Marrakech il y a quelques semaines, il y a 4 jours, incite à ce que les politiques, mais aussi nous-mêmes, de façon attention à l'environnement. Voilà ce que Rousseau pose comme question, et c'est pour ça que je voulais terminer en disant que les sciences et les arts conduisent l'humanité au bonheur, je parle au bonheur de l'époque, à condition qu'il y ait intégration de l'éthique dans les sciences et dans les arts. L'éthique. Et c'est cela que nous avons développé. Je dis en passant, je pense que je l'ai laissé. Actuellement, on élabore un manuel de philosophie pour l'Afrique francophone, je l'ai laissé, qui va sortir le mois prochain pour 25 pays francophones, où on a pris la philosophie, le programme a abordé, de sorte que prendre les écrits des philosophes en Occident, en Asie, les pays arabes, pays africains de façon subsaharienne, pour que les étudiants aient quelque chose de transversal. Et on a été soutenu par l'UNESCO pour faire ce programme de philosophie, parce que dans d'autres pays, la philosophie, c'est toujours la philosophie du parti dominant, du parti unique. Or, comme Rousseau, je dis, philosopher, c'est apprendre à être libre par l'exercice de la réflexion philosophique. Apprendre à être libre par la liberté de penser, c'est ça qui est au fondement de l'exercice de la philosophie. Et c'est par ce mot que je voulais dire, célébrons encore Rousseau, parce que Rousseau est un précurseur de la modernité, mais aussi l'inventeur des mondes possibles. Je vous remercie.